le bateau prend l'eau, les rats quittent le navire, dit le dicton populaire. C'est ainsi que de nombreux observateurs ont compris la démission d'Alexis Kohler, jusque-là secrétaire général de l'Élysée, considéré par beaucoup comme le vice-président de la France. Alors, Alexis Kohler-Pantoufle devient directeur général adjoint de la Société Générale. Emmanuel Macron a commenté le départ de son plus proche collaborateur avec beaucoup d'emphase. Alexis Kohler, dit-il, a mis toute son énergie, son talent et sa force de travail hors pair au service de notre projet politique et des Français. C'est ce qu'il a écrit dans un texte envoyé au Figaro. Il n'y a pas de moment idéal pour partir, mais il était parfaitement inenvisageable pour moi de partir dans un moment trop chahuté. Nous avons aujourd'hui un budget, un gouvernement, une feuille de route que nous portons, aurait quant à lui dit Alexis Kohler à ses collaborateurs, toujours selon le Figaro. Mais en coulisses, il y aurait de l'eau dans le gaz entre les deux hommes et de nombreuses bombes à retardement autour d'eux, notamment de nature judiciaire. Aujourd'hui même, la Cour de cassation a évoqué son décidé sur un des derniers obstacles mis sur la voie d'un procès visant Kohler, alors qu'il est mis en examen pour prise illégale d'intérêt dans le dossier MSC. Nos confrères d'Off Investigation ont consacré un documentaire à cette affaire complexe, mais ô combien éclairante. À 37 ans, Alexis Kohler travaille à l'Agence des participations de l'État, l'APE. Depuis son bureau du ministère des Finances à Bercy, il représente le gouvernement au conseil d'administration de grandes entreprises, dont l'État contrôle une partie du capital, comme la RATP ou France Télévisions. En tant qu'administrateur de l'État, Alexis Kohler siège également au conseil de surveillance du port du Havre et des chantiers navals de l'Atlantique à Saint-Nazaire. Parmi leurs principaux clients, un géant italo-suisse du transport maritime, la Mediterranean Shipping Company. Au port du Havre et au chantier naval de l'Atlantique, Alexis Kohler va participer à des discussions qui concernent directement MSC. Il représente l'État à une époque où les chantiers navals sont en crise et ce n'est pas le client principal, MSC, c'est l'unique client pendant un temps. Et cet unique client, Alexis Kohler aimerait bien se mettre à son service. En 2014, il demande à la commission de la déontologie de la haute fonction publique s'il peut quitter le cabinet de Pierre Moscovici pour aller travailler chez MSC. On appelle ça le pantouflage. Mais comme il vient de gérer des dossiers impactant la compagnie, il y aurait conflit d'intérêts. Sa demande est donc refusée. Du coup, Alexis Kohler reste à Bercy comme directeur de cabinet d'Emmanuel Macron. Et en 2016, le scénario se répète. Kohler demande à nouveau à la commission de déontologie s'il peut rejoindre MSC. Cette fois, elle va se montrer plus souple. Le temps avait passé, il a des attestations. Notamment, il y en a une qui est très forte, qui est celle de l'attestation de son patron, Emmanuel Macron, ministre de l'économie, qui dit il n'y a eu jamais dans son comportement le moins de conflit d'intérêts. Voilà, donc il y a, c'est ça qui convainc les membres de la commission de déontologie. Le hasard faisant bien les choses, Alexis Kohler est rémunéré par MSC pendant la campagne d'Emmanuel Macron en vue de la présidentielle de 2017, campagne à laquelle il participe activement. Et en mai 2017, Macron devient président de la République. Alexis Kohler va alors quitter MSC pour devenir secrétaire général de l'Élysée. Dans la foulée, Emmanuel Macron va prendre une décision totalement inattendue dans un dossier industriel impactant directement MSC. Pour son premier déplacement en France, Emmanuel Macron, casque de chantier sur la tête, a choisi Saint-Nazaire. Explication. Depuis 2006, les chantiers de l'Atlantique sont détenus par un constructeur naval sud-coréen, STX. Mais au printemps 2016, les Sud-Coréens font faillite. Du coup, il faut trouver un repreneur pour les chantiers de l'Atlantique. Début 2017, la justice française choisit le constructeur naval italien Fincantieri. Mais le patron de MSC, Gianluigi Aponte, voit d'un mauvais œil l'arrivée du constructeur public italien en France. Le 31 mai 2017,
Emmanuel Macron inaugure aux côtés de Gianluigi Aponte un nouveau paquebot de MSC construit par les Chantiers de l'Atlantique. Le président fraîchement élu va en profiter pour remettre en cause l'accord précédemment conclu avec Fincantieri. Belle coïncidence. Il faut croire que c'est également une coïncidence si Alexis Kohler est lié familialement à la famille Aponte qui possède MSC. Mais voilà, les juges jusque-là ne le croient pas. Et le scandale médiatique est devenu affaire judiciaire avec un dernier rebondissement qui se noue aujourd'hui. En tout cas, on le saura après, mais il s'est noué aujourd'hui. Ce feuilleton judiciaire a-t-il un rapport avec le timing de l'annonce de la démission d'Alexis Kohler de l'Élysée, alors même que le Rassemblement national est heurté de plein fouet par la condamnation de Marine Le Pen à 5 ans d'inéligibilité? Quel rôle de l'ombre Alexis Kohler a joué dans des affaires du même type? Est-il l'homme à battre si l'on veut atteindre Emmanuel Macron? Et comment peut-on expliquer sa disgrâce ou son désir de prendre un peu de large? Pour répondre à ces questions, j'ai à mes côtés Marc Andevelde, journaliste d'investigation, auteur de nombreux livres dont L'Emprise, La France sous influence et Le grand manipulateur, les réseaux secrets de Macron. Marc Andevelde, et c'est très important, également l'auteur du newsletter sur la plateforme Substack, marcandevelde.substack.com. Vous regardez Au cœur de l'actu sur le média. Bonjour Marc. Bonjour. Alors aujourd'hui était un jour important pour Alexis Kohler qui tirait un peu, on va dire, sa dernière cartouche dans sa bataille visant à rendre impossible un procès le visant dans le cadre de l'affaire MSC. Alors c'est compliqué, mais peux-tu nous expliciter les enjeux? Alors aujourd'hui, la Cour de cassation se penchait sur le dossier Kohler-MSC, comme la presse le présente généralement, parce que ça fait déjà plusieurs mois que les avocats d'Alexis Kohler ont fait des recours pour essayer de faire prescrire tout un tas de faits qui sont au dossier. En fait, c'est les faits qui remontent entre 2009 et 2014, à la fois dans ses fonctions de haut fonctionnaire à l'APE, l'agence des participations de l'État, l'agence de Bercy chargée de gérer le rapport de l'État aux entreprises dans lesquelles l'État a des participations, des actions. Mais également, entre 2012 et 2014, Alexis Kohler a été directeur adjoint de cabinet de Pierre Moscovici, qui à l'époque était ministre des Finances. Et donc, sur tous ces faits-là, les défenseurs et les avocats d'Alexis Kohler réclament la prescription. Il y a également les faits qui continuent de courir ensuite entre 2014 et 2016, c'est-à-dire quand il était directeur de cabinet d'Emmanuel Macron, quand Emmanuel Macron était ministre de l'économie à Bercy. Et donc, mais eux, ils veulent réduire la fenêtre du dossier pour essayer de l'amenuiser, pour en fait le vider de sa substance. Surtout qu'il y a une partie des faits importants qui sont avant 2014, même si ensuite il y a aussi d'autres éléments. Et dans ce contexte-là, les juges d'instruction avaient rendu une ordonnance déjà assez ancienne, mais que j'ai révélée à l'automne dans le magazine Marianne, avec de nombreux détails, où les juges d'instruction dénonçaient un pacte du silence entre initiés. Je expliquerai ça juste après, pourquoi ils utilisent ces mots forts. Et suite à l'ordonnance des juges d'instruction qui renvoyait dans les cordes les avocats d'Alexis Kohler, la chambre de l'instruction de la Cour d'appel de Paris, le 26 novembre dernier, a rendu un arrêt très important contredisant les avocats d'Alexis Kohler, à la fois sur la demande de prescription, c'est-à-dire que la Cour d'appel a expliqué, les magistrats de la Cour d'appel ont expliqué dans leur arrêt qu'il n'y avait pas lieu de considérer que ces faits avant 2014 étaient prescrits. Donc il fallait continuer les investigations pour les juges d'instruction, puis un éventuel renvoi du dossier et des prévenus, des prévenus, puisqu'il y a 3 mises en examen devant le tribunal. Et là, à ce moment-là, les avocats d'Alexis Kohler ont joué la montre, comme je le dis dans un récent article que j'ai fait sur ma newsletter, parce qu'ils ont fait un énième recours devant la Cour de cassation. Et donc aujourd'hui même, la Cour de cassation était en audience. On saura plus tard quelle sera sa décision, mais c'était aujourd'hui que les conclusions des différentes parties étaient échangées devant la Cour de cassation. Je rappelle une chose
technique sur le plan judiciaire. La Cour de cassation ne statue pas sur les faits, ni sur le fond d'un dossier, ne statue que sur le respect du droit, le respect des procédures judiciaires et le respect des libertés individuelles. Mais c'est une manière, encore une fois, comme je l'ai dit, de jouer la montre du côté des avocats d'Alexis Coller. Ça permet d'essayer de gagner du temps, au moins du temps médiatique. Et tu posais la question, justement, est-ce qu'il y a un lien avec le départ d'Alexis Coller de l'Élysée ? Ce qui est sûr, c'est que depuis octobre 2022, c'est-à-dire depuis que Alexis Coller a été mis en examen pour prise illégale d'intérêt et seulement placé sous statut de témoin assisté en ce qui concerne des poursuites en termes de trafic d'influence, effectivement, il a quand même une épée de Damoclès judiciaire depuis 2022. Je rappelle quand même que c'est un dossier qui a été ouvert initialement par des révélations de presse dans Mediapart en 2018, que la justice a commencé une enquête préliminaire, puis ensuite Anticor s'est constitué en partie civile après la fermeture de l'enquête préliminaire, et ça a permis au juge d'instruction d'être nommé. Donc c'est un dossier quand même qui remonte à 7 ans. À 7 ans. Et donc 7 ans plus tard, on est en 2025, on voit bien que, on va dire, la justice, là pour le coup, a été lente, mais surtout il y a eu de nombreux épisodes, on reviendra peut-être, où disons qu'il y a eu des pressions, il y a eu, certains acteurs ont essayé de ralentir la justice, clairement. Et donc cette affaire de prescription également a peut-être permis à Alexis Coller de gagner du temps et de rester un peu plus longtemps secrétaire général de l'Élysée. C'était la conclusion de mon propos, effectivement. Alors on remarquera quand même qu'il joue plus la carte de la prescription que celle de l'innocence. D'un point de vue judiciaire, c'est peut-être malin, mais d'un point de vue politique et éthique, c'est problématique. Alors, c'est plutôt une bonne remarque. Je dis dans le dernier papier que j'ai fait, justement, que c'est une manière de gagner du temps, mais d'essayer de contourner les faits qui sont dans le dossier, que la presse, que j'ai pu aussi révéler dans des articles, les faits dans le dossier sont quand même très interrogeants. La défense d'Alexis Coller, c'est de dire... Tout va bien parce que je n'ai pas fait d'acte positif de dissimulation, ça c'est un terme juridique. Certains de mes collègues et supérieurs hiérarchiques, mais tout est dans le certain, les détails, le diable se loge dans les détails. Et donc certains collègues étaient au courant de mon lien familial avec la famille Aponte, propriétaire du groupe MSC. Et puis, il y avait un déport, c'est-à-dire le fait de me déporter. Enfin, Alexis Coller dit qu'il ne s'est pas occupé du dossier, qu'il n'a pas été intégré aux décisions liées au groupe MSC ou au chantier naval STX, les chantiers navals de Saint-Nazaire. Et ça, c'est les arguments avancés depuis le début par Alexis Coller. Sauf qu'en fait, quand tu te penches clairement sur l'enquête policière, sur les PV, sur les auditions des uns et des autres, sur les conclusions des juges de l'instruction. Je rappelle, pacte du silence entre initiés. Pourquoi les juges d'instruction parlent de pacte du silence entre initiés ? Parce qu'en fait, ils ont considéré, ainsi que la Cour d'appel, ils ont considéré que l'information du lien familial d'Alexis Coller n'avait pas été réellement transmise à l'ensemble de la collectivité Bercy, à l'ensemble des hauts fonctionnaires et des services de Bercy, qu'il n'y avait pas eu de note formelle pour expliquer ce lien familial et pour statuer sur un réel déport formel dans toutes les activités d'Alexis Coller, tant en tant que haut fonctionnaire de la PE ou ensuite collaborateur de cabinet sous Pierre Moscovici et Emmanuel Macron. Et c'est des choses qui ont pu se faire par le passé. Ça a été également dévoilé dans le cadre de l'enquête. Par exemple, il y avait un membre du cabinet de Michel Sapin qui a été ministre à Bercy également sous François Hollande, où Michel Sapin a signé un déport formel où il était donc précisé qu'il ne devait recevoir aucun mail, aucune note sur tel sujet, qu'il ne devait participer à aucune réunion, qu'il ne devait donner aucun avis. Et ça n'a pas été le cas. Et ça n'a pas été le cas concrètement, c'est-à-dire concrètement, il n'y a eu ni déport formel d'Alexis Coller, donc comme je vous l'ai dit, avec des notes et compagnie, ni déport effectif, c'est-à-dire dans le déport informel qui est l'excuse d'Alexis Coller, là il se passe deux choses. C'est encore une fois, comme je l'ai dit, en fait, l'information n'était pas transmise à l'ensemble des hauts fonctionnaires de Bercy. Donc il y a plein de hauts fonctionnaires de Bercy qui n'étaient pas au courant, qu'il ne fallait pas voilà, et qui n'étaient pas au courant du conflit d'intérêts manifeste. Et le deuxième élément qui met en difficulté
Alexis Kohler, c'est que les hauts fonctionnaires, et notamment ses supérieurs hiérarchiques, et donc je rappelle que dans le dossier, il y a 2 anciens responsables de l'Agence de participation de l'État, en l'occurrence Jean-Dominique Comolli et avant Bruno Bézard, donc qui étaient patrons de l'APE successivement, qui ont été mis en examen pour complicité de prise illégale d'intérêt par les juges d'instruction, parce qu'en fait, les deux... si je me place du point de vue des juges d'instruction, ils ont considéré que ces hauts fonctionnaires avaient couvert Alexis Kohler et n'avaient pas eux-mêmes informé l'ensemble de la collectivité ou permis un réel déport permettant de s'assurer qu'il n'y a pas autre chose que l'existence de conflits d'intérêts, c'est-à-dire notamment d'éventuels trafics d'influence, c'est-à-dire d'éventuelles contreparties pour des acteurs privés, en l'occurrence pour la société MSC. Et donc dans ce cadre-là, c'est pour ça qu'il parle entre initiés. Là, il y a 2 hauts fonctionnaires qui ne sont pas n'importe qui. Jean-Dominique Comolli, je le rappelle, a été directeur de cabinet de Michel Charasse sous Mitterrand. Donc, c'est une personne clé dans le dispositif étatique. Je rappelle d'ailleurs à l'occasion que Michel Charasse fut l'un des très proches conseillers politiques de l'ombre d'Emmanuel Macron avant sa victoire jusqu'à sa mort en 2020 à l'Élysée, auprès de l'Élysée. Donc c'est quelqu'un qui a pesé également dans la Macronie. Et donc Comolli, comme Bézard, on essaye de se défendre également dans le dossier, en disant moi j'ai considéré qu'il n'y avait pas un conflit d'intérêt manifeste, que je m'assurais que Alexis Kohler ne fasse pas ci, ne fasse pas ça, mais il n'y avait rien de tangible en réalité. Et d'ailleurs, les enquêteurs, les policiers, ont récupéré de nombreux mails, notamment des mails de Julien de Normandie, autre figure de la Macronie qui était à l'époque conseiller, simple conseiller ou directeur adjoint de cabinet de Emmanuel Macron. Julien de Normandie envoyait des mails sur le dossier MSC-STX à Alexis Kohler. Il mettait en copie Alexis Kohler de mails sur ces dossiers-là, voire il forwardait des mails sur ce dossier-là. Donc là, il y a vraiment un acte volontaire. C'est pas par inadvertance qu'on forward un mail. Il y a des échanges entre eux. Moi, j'ai plusieurs témoignages également de l'époque de hauts fonctionnaires de Bercy qui m'expliquent que parfois, il y avait des discussions informelles sur le dossier entre Julien de Normandie et Alexis Kohler. Et donc, il y a tout un tas d'éléments matériels qui montrent que, à la fois, il y avait bien la conscience du côté d'Alexis Kohler et de ses supérieurs qu'il y avait un souci de conflit d'intérêts, et de l'autre côté, un déport qui n'était pas effectif. C'est-à-dire, quand je dis qu'ils avaient bien conscience, par exemple, l'arrêt de la Cour d'appel que je dévoile en détail fait référence à un épisode assez incroyable. Donc là, on est dans les fonctions à l'APE d'Alexis Kohler. À l'époque, Alexis Kohler, en tant qu'haut fonctionnaire de l'APE, est administrateur des chantiers navals de STX, donc au conseil d'administration de STX, et il est également au conseil du Grand Port Maritime du Havre, où parfois il côtoie d'ailleurs Édouard Philippe à l'époque, qui est maire du Havre. Et au Havre, MSC, via une filiale, gère des terminaux portuaires avec l'arrivée de bateaux MSC au Havre, donc c'est pour ça que c'est important. Et dans les 2 cas, j'étais parti, là je me suis perdu, mais dans les 2 cas de ce dossier-là, on voit que Alexis Kohler est conscient, parce qu'en 2009, il y a un projet de lettre que Alexis Kohler soumet à Bruno Bézard, son patron, à l'APE. C'est une lettre que Bruno Bézard aurait pu signer en son nom et envoyé au directeur général de STX, donc le patron de STX France, pour lui annoncer formellement le lien familial entre Alexis Kohler et la famille Aponté, propriétaire de MSC et principal client, je rappelle, des chantiers navals de STX de Saint-Nazaire. Et ce projet de lettre, donc il y a un échange de mails que je documente, qui est assez flagrant entre différents conseillers. Il y en a un d'ailleurs qui dit c'est quand même bizarre d'envoyer cette lettre. C'est pas les termes exacts, mais vous lirez. C'est quand même donc bizarre d'envoyer cette lettre après coup, c'est-à-dire comme si on avait été pris la main dans le sac, comme si
on reconnaissait qu'il y avait un souci et que par ailleurs on ne l'avait pas dit précédemment. Donc il y a toute une discussion et en fait les enquêteurs se sont aperçus que ce projet de lettre était resté à l'état de projet. Lettre morte. Voilà, et qu'il n'y avait jamais eu de courrier envoyé au patron de l'époque de STX, qui s'appelait Jacques Ardelet. Et Jacques Ardelet, effectivement, était en totale méconnaissance du lien familial d'Alexis Collaert, alors que lui était administrateur de l'État au conseil d'administration de STX. En tout cas, bref, quand tu en parles, on voit bien que le dossier est lourd et la stratégie des avocats de Collaert, d'une certaine manière, l'accuse parce que il préfère justement jouer des arguties, gagner du temps plutôt que de confronter le fond du dossier. Dans ton article sur Substack, tu évoques des pressions qui auraient été exercées, et ça c'est important, dans le but d'éteindre tout simplement cette affaire. Depuis le début de ce dossier-là, c'est des pressions qui ont été constantes. Il y a un épisode qui avait été relaté à l'époque, à l'été 2019, donc au moment de l'enquête préliminaire, et ça a été démontré par Mediapart à l'époque. Je rappelle en quelques mots, été 2019, donc l'enquête préliminaire a déjà lieu depuis un an, depuis les révélations de Mediapart et de la presse. À ce moment-là, les policiers font un rapport provisoire et en fait, leur hiérarchie leur demande de réécrire leur rapport, et donc de verser un nouveau rapport au dossier, alors qu'entre-temps, entre mai et juin 2019, tout un tas de responsables de Bercy, y compris Jean-Dominique Comolli, y compris des ministres, Emmanuel Macron lui-même, car rarissime sous la Ve République, président de la République, fait un courrier personnel sans en-tête de l'Élysée pour expliquer que Alexis Collaert l'avait tenu au courant de son lien familial concernant MSC. Et donc, c'est une méga pression. Il y a tous ces... effectivement, alors, le président t'écrit, t'es un flic, tu te calmes. Il y a même un constitutionnaliste à l'époque qui avait été interrogé par je ne sais plus quel média, qui avait expliqué justement qu'en qualité du président de la République, il s'immisçait dans le cours de la justice par ce courrier, certes personnel, mais quand même ce courrier qui venait donc, encore une fois, du président de la République. Et je le rappelle, un président de la République sous la Ve République a la spécificité d'être irresponsable juridiquement, en tout cas sur les actes au cours de son mandat. Donc, il ne peut pas être poursuivi sur des dossiers relatifs à son mandat et à son activité politique et de politique publique dans le cadre de son mandat. Et à l'époque, ces courriers versés au dossier, plus la réécriture du rapport de police, avaient amené le parquet national financier à l'époque, à clôturer le dossier, l'enquête préliminaire, au moment même où il y avait une vacance du pouvoir au PNF, parce que Éliane Houlette, qui avait été la première procureure du parquet national financier lors de sa création sous François Hollande, arrivait à terme de sa fonction. Elle devait partir à la retraite. Et durant cet été clé, où finalement a été décidé de clôturer l'enquête préliminaire, sans plus d'explications réelles. Ils expliquaient tout simplement l'enquête est fermée et il n'y a pas lieu de poursuivre ultérieurement. Ça s'est fait au moment de la vacance du pouvoir du parquet national financier en 2019. On l'a appris un an plus tard, en 2020. Entre-temps, l'association Anticorps de lutte contre la corruption donc, s'est portée ce qu'on appelle en constitution de partie civile, à porter plainte en constitution de partie civile, ce qui amène le parquet à, cette fois-ci, ouvrir une information judiciaire, c'est-à-dire à nommer des juges d'instruction indépendants. Et c'est leur travail aujourd'hui à amener Alexis Collaert à être mis en examen. Et il y a eu un autre... sans Anticorps, c'était mort. Sans Anticorps, le dossier était terminé. Et par la suite, Anticorps a eu tous les problèmes du monde. Par ailleurs, ensuite, il y a eu Anticorps qui a eu des pressions, des déstabilisations, des campagnes de presse contre Anticorps, effectivement, il est vrai. Et par ailleurs, il y a eu un autre épisode, plus récent cette fois-ci, à l'automne 2024, donc relativement, enfin très récent même, à l'automne 2024, quand la chambre d'instruction, la cour d'appel, audience le dossier Collaert-MSC suite au recours en appel des défenseurs et des avocats d'Alexis Collaert sur la question de la prescription. Là, il y a quand même quelque chose de flagrant qui s'est passé, c'est que le parquet général de la cour d'appel, et encore, je rappelle, les parquets en général sont pas indépendants en fait, ou relativement, on va dire très relativement indépendants. Hein. Ils en réfèrent à la hiérarchie judiciaire et donc au ministre de la Justice en France. Il y a ce lien encore qui est là en France. Et le parquet général de la cour d'appel, en octobre dernier, statue dans ses réquisitions
en faveur de la version des avocats d'Alexis Kohler. C'est-à-dire, ils réclament la prescription. Alors, ils réclament les prescriptions sur les faits allant de 2009 à 2012, si je crois précisément, et pas jusqu'à 2014. Reste que quand même, c'est quand même relativement étonnant sur un dossier de probité publique, sur un dossier de conflit d'intérêts de cet ordre-là, avec, on va le rappeler par la suite, sûrement un éventuel soupçon de trafic d'influence également, qui porte quand même sur des éléments importants. Eh bien, là, le parquet n'est pas du tout, on va dire, dans un format accusatoire, mais au contraire, reprend les arguments de la défense et finalement, après le refus des juges d'instruction, la Cour d'appel donne raison aux juges d'instruction et pas au parquet général. C'est d'ailleurs pour ça, si je reviens juste à la situation d'aujourd'hui concernant la Cour de cassation, quelle qu'en soit l'issue, ça sera quand même important parce que c'est à l'issue de la décision de la Cour de cassation que le parquet national financier pourra éventuellement faire ses réquisitions pour leur renvoi ou non du dossier concernant un renvoi au procès. Et donc, forcément, la décision sur la prescription va avoir forcément une influence sur le niveau de réquisition du parquet national financier et sur sa volonté d'ouvrir un procès ou pas par la suite. C'est l'enjeu clé. C'est actuellement l'enjeu, effectivement, d'aujourd'hui. Alors, dans ton article sur Substack, tu évoques donc ces pressions-là, mais plus largement, si tu devais décrire le rôle systémique de Kohler au sein de la Macronie et les affaires qui la menacent, que dirais-tu? Je voudrais par exemple prendre l'exemple de l'affaire Benalla et de l'affaire du dérapage des comptes publics. Ça fait beaucoup d'affaires dans lesquelles le nom de Alexis Kohler est cité. Parce que Alexis Kohler, dans la Macronie et dans le système de l'hyperprésidence d'Emmanuel Macron, tout du moins en tout cas de 2017 à 2024 jusqu'à la dissolution, et voire même, on va dire, jusqu'à Michel Barnier, parce que je rappelle que Michel Barnier est une candidature qui a été, on va dire, poussée et soutenue par Alexis Kohler à l'Élysée. Eh bien, sur toute cette période-là, Alexis Kohler est omniprésent dans le cadre de l'hyperprésidence, c'est-à-dire de Macron. C'est-à-dire à la fois, la Macronie est très faible politiquement au niveau des députés. C'est des députés godillots du côté parlementaire. Le pouvoir du Parlement est extrêmement affaibli de ce point de vue-là. Le jeu parlementaire est quasiment inexistant de ce point de vue-là. Le jeu partidaire du côté de Renaissance n'existe pas non plus. Renaissance et Avant En Marche ne sont pas réellement des partis politiques constitués avec des rapports de force. Tout remonte au chef, à Emmanuel Macron, parfois d'une manière très informelle, par des discussions en messagerie cryptée, le soir, à minuit et autres. Et Alexis sont des gros fans de Telegram. Voilà. Et Alexis Kohler est le principal collaborateur du président de la République. Et donc, comme il se présente lui-même, il a été la gare de triage pendant plus de 7 ans, bientôt 8 ans maintenant, il a été la gare de triage de toutes les décisions de l'État, à la fois parce que, c'est vrai, un secrétaire général de l'Élysée, parce que je rappelle techniquement ce que c'est, un secrétaire général de l'Élysée, c'est à la fois un super directeur de cabinet, comme on en trouve dans les cabinets ministériels, mais ça n'a pas une fonction, contrairement parfois à ce qu'on dit, ça n'a pas une fonction technique, c'est une fonction politique. C'est des hauts fonctionnaires, souvent hauts fonctionnaires, qui sont chargés de mettre en musique politiquement les décisions du chef de l'État ou de la majorité, qui sont chargés de mettre en musique en termes de politique publique et en termes de rapport aux administrations. Et donc, c'est vrai que c'est de toute manière, de tout temps sous la Ve République, les secrétaires généraux ont eu un rôle important. Mais dans mes enquêtes, et depuis longtemps, depuis fort longtemps, y compris des anciens secrétaires généraux, y compris Jean-Pierre Jouyet, qui était au service de François Hollande pendant à peu près 2-3 ans sous le quinquennat Hollande, m'ont tous assuré, jamais un secrétaire général sous la Ve République n'avait eu autant de pouvoir qu'Alexis Kohler. On peut parler parfois de Claude Guéant sous Nicolas Sarkozy. Claude Guéant avait une partie sur le régalien, ou parfois sur certains dossiers liés au commerce international. Alexis Kohler, il s'est intéressé à l'armement, aux dossiers stratégiques, à la diplomatie. Par exemple, on l'a vu sur toutes les actions diplomatiques d'Emmanuel Macron au Liban. Il s'est intéressé aux dossiers industriels. On l'a vu sur le dossier Atos, on l'a vu sur le dossier Suez-Veolia, sur la privatisation d'ADP au début du quinquennat de 2017. Il est apparu partout. Sur le dossier Suez-Veolia, d'ailleurs, il y a une enquête préliminaire, enfin je crois que c'est en enquête préliminaire, mais concernant d'éventuels faits de trafic d'influence également. Donc,
Alors, c'est le vice-président, c'est le Barbouze de Macron? Alors, il a été présenté comme vice-président. Barbouze, il ne faut pas croire que la personnalité ou le parcours de haut fonctionnaire d'Alexis Kohler l'éloigne de cet univers de renseignement, parce que comme Emmanuel Macron, les deux se sont intéressés également à cet univers. Moi, dans le livre L'Emprise, dans mon livre, je l'avais présenté comme l'amiral de l'Élysée. C'est quelqu'un qui a été très important dans le dispositif élyséen. D'où son omniprésence. Puis il y a un côté un peu mafieux quand même. Enfin, je l'accuse pas d'être mafieux, mais les pratiques de dissimulation autour de MSC, alors, les pratiques d'influence également. Alors ça, c'est quelque chose qui est plus global de mon point de vue en Macronie. On l'a vu sur le dossier McKinsey, on l'a vu sur le dossier Business France. C'est l'imbrication des intérêts privés et publics dans la Macronie. C'est l'idée en Macronie depuis le début que pour recueillir, récupérer les talents, comme ils disent, il faut faire venir des gens du privé. Et donc, Macron a quasiment suscité ces va-et-vient entre privé et public, quelque chose qui se développait de toute manière avant Macron, mais qui s'est accentué sous la Macronie. Et Alexis Kohler ou l'affaire Kohler en est un peu le symbole, la quintessence, si tu veux. Mais il y a quand même une sorte de parallélisme entre cette affaire MSC, c'est-à-dire je t'abrite, moi MSC, je t'abrite pendant que Macron se prépare à aller à l'Élysée, et donc je te paye. Et de l'autre côté, moi, McKinsey, je t'abrite et je te paye pendant que Macron se prépare à aller à l'Élysée, et MSC comme McKinsey, oui, alors là, tu fais récompenser. Tu fais référence effectivement à la campagne présidentielle de 2017. D'ailleurs, il y a une enquête du juge d'instruction Serge Tourner sur le financement de la campagne de 2017, parce que je rappelle que toute aide d'entreprise ou d'acteurs privés auprès d'un responsable politique non facturé est considérée comme du financement illégal de campagne électorale. Effectivement, c'est des avantages par rapport à la concurrence politique. Et effectivement, le dossier d'instruction du Serge Tourner s'intéresse à ce qu'on a appelé l'affaire McKinsey, mais qui est en fait l'affaire du financement de la campagne électorale d'Emmanuel Macron en 2017. C'est pour ça que j'évoque également Business France, où il y a eu l'agence de communication Havas qui a été impliquée. D'ailleurs, on ne sait pas... Voilà, on ne sait pas trop d'ailleurs où en est le dossier Business France proprement dit, mais dans tous ces cas-là, il s'agit de savoir est-ce qu'il y a eu des prestations, ce qu'on appelle pro bono, gratuites, réalisées par tous ces acteurs. Et c'est vrai que Alexis Kohler, pendant la campagne de 2016-2017, avait été, après avoir été en poste en cabinet de Emmanuel Macron, avait été embauché comme directeur financier de MSC Croisière, la filiale de croisière donc de MSC, qui est donc le plus gros armateur mondial. C'est les porte-containers. C'est une société extraordinaire qui est un des rouages de la globalisation financière et d'échange de marchandises. Et Alexis Kohler, à l'époque, est embauché comme directeur financier. Il gagne, le dossier judiciaire l'a démontré, ça dépend des mois, mais entre 28 000 euros par mois et 40 000 euros par mois entre l'automne 2016 et son retour, on va dire, dans la politique française comme secrétaire général de l'Élysée après la victoire en mai 2017. Et pendant ce temps-là, effectivement, sur son temps libre, dit-il, et notamment le week-end, il va se prêter main forte, et plus que main forte, aux équipes de campagne d'Emmanuel Macron. C'est lui qui va constituer toute l'équipe de programme d'Emmanuel Macron, qui va le coordonner. C'est là où on retrouve son influence. Il a beaucoup de temps libre, il est très rapide. Et oui, alors c'est vrai, ça c'est la petite légende des journalistes politiques sur le fait que la proximité entre Alexis Kohler et Emmanuel Macron vient du fait que les deux hommes se couchent à pas d'heure et travaillent jour et nuit, notamment s'échangent énormément de messages. Bon, ça, c'est la légende qu'on connaît. Effectivement, Alexis Kohler travaille beaucoup, peut-être parfois trop d'ailleurs. Parfois, il a fallu qu'il se repose un petit peu. Mais il y a un point... là, si je parle du couple Alexis Kohler et Emmanuel Macron, il y a un point important à comprendre. Alexis Kohler, il est au service d'Emmanuel Macron depuis 10 ans, en fait. Emmanuel Macron l'a choisi quand il devient ministre de l'économie de François Hollande en 2014. Les deux hommes ne se connaissaient pas à l'époque, ou en tout cas, c'était juste croisé, et Alexis Kohler, comme haut fonctionnaire de l'APE, notamment s'occupant des transports. Et donc, il choisit Alexis Kohler parce qu'il sait qu'Alexis Kohler ne lui fera pas d'ombre, déjà. Ça, c'est un point important. Mais il y a une répartition, à ce moment-là, des rôles et du pouvoir. À Emmanuel Macron, la lumière, la faconde, le rapport au public, le show, le théâtre.
à Alexis Kohler déjà, alors qu'il est seulement directeur de cabinet du ministre de l'économie, les dossiers stratégiques industriels. Il y a plusieurs dossiers à Bercy, ça je l'avais raconté dès l'ambigu M. Macron, où Macron laisse à Alexis Kohler une très grande latitude dans les arbitrages qui sont faits à son cabinet. Il y a un exemple emblématique de ça, c'est le dossier Renault. Pourquoi c'est important? Alors ça montre à la fois un signe, on va dire, d'indépendance de Macron, je m'explique, et en même temps les conséquences des décisions ont été assez importantes. Pourquoi le dossier Renault? Parce que le dossier Renault, Emmanuel Macron s'était intéressé au dossier Renault quand il était banquier d'affaires chez Rothschild. Et Renault était un des clients de la banque Rothschild. Et à l'époque, c'était Carlos Ghosn qui était patron de Renault, et l'État, en l'occurrence le ministère de l'économie et Emmanuel Macron, a voulu imposer le système des droits de vote double au conseil d'administration de Renault-Nissan, qui était un dispositif inauguré relativement récemment, mais qui permettait à l'État de bénéficier donc le double de vote de ce nombre d'actions vis-à-vis du groupe Renault-Nissan. C'était un coup de force politique d'Emmanuel Macron et d'Alexis Kohler. C'est Alexis Kohler qui a géré ce dossier-là contre Carlos Ghosn. Et effectivement, d'une certaine manière, sur le papier, là, pour le coup, c'est un signe d'indépendance d'Emmanuel Macron par rapport à ses anciennes fonctions chez Rothschild. En même temps, ça a précipité, d'un point de vue personnel, la chute de Carlos Ghosn, parce que ces droits de vote double ont été considérés par les Japonais, Nissan, comme une traîtrise et comme quelque chose qui déstabilisait l'équilibre entre Nissan et Renault. Et ça a provoqué la crise industrielle et personnelle, mais surtout industrielle. Ça a fait voler en éclats le groupe Renault-Nissan tel qu'on le connaissait auparavant. Donc, parfois, les décisions personnelles, y compris d'Alexis Kohler, ont eu une importance importante. Je reviens sur un terrain à l'affaire MSC. On a parlé de la partie assez technique et judiciaire sur la prise illégale d'intérêt. Toute l'autre partie sur laquelle les juges d'instruction, les enquêteurs, les policiers ont également travaillé, c'est ce qu'on appelle les soupçons autour d'éventuels trafics d'influence. En gros, en quelques mots, un trafic d'influence, c'est notamment dans des fonctions publiques, profiter de sa fonction publique pour donner des avantages à des acteurs privés notamment. Et donc, ça, je l'ai résumé en quelques mots. Alexis Kohler n'est pas mis en examen sur ce volet-là du dossier. Il est seulement mis en statut de témoin assisté. C'est-à-dire, il a eu un rôle suffisamment important pour qu'il ne soit pas simple témoin, et son statut pourrait évoluer vers une éventuelle mise en examen. En l'état, dans les informations qui me remontent d'un point de vue judiciaire, les juges d'instruction ont plutôt, avec les 7 ans qui ont couru, là, sont plutôt motivés pour enfin clôturer le dossier, pour pouvoir le passer pour le transformer en procès. Mais sur le dossier du trafic d'influence, il y a des épisodes très importants. Et c'est pour ça que je veux revenir en détail dessus. Des épisodes importants, d'ailleurs, ils ont été évoqués là dans le documentaire de Off Investigation, et on entendait Jean-Baptiste Rivoire en parler. C'est le dossier de la recapitalisation de STX et Chantier Naval de l'Atlantique entre 2014 et 2017. En quelques mots, les chantiers navals à l'époque vont très mal. Jean-Marc Ayrault, ancien Premier ministre, enfin en tout cas Premier ministre jusqu'en 2014, est maire de Nantes, donc il se préoccupe beaucoup de l'emploi également à Saint-Nazaire. Et donc l'État essaye de trouver des financements pour sauver les chantiers navals. Et il y a un projet sous la gouvernance socialiste de rapprocher STX et les chantiers de l'Atlantique, ou plutôt les chantiers de l'Atlantique, d'ouvrir le capital des chantiers de l'Atlantique à un homologue, les chantiers navals italiens, appelés Fincantieri, le groupe Fincantieri, qui ont des activités parfois complémentaires, d'en faire un Airbus du transport maritime. C'est le projet industriel qui est porté. Il est décidé, arbitré par François Hollande, Jean-Pierre Jouyet, secrétaire général, par les ministres socialistes à l'époque, sauf qu'entre 2014 et 2017, les croisiéristes principaux clients de MSC, en l'occurrence la Royal Caribbean, j'ai oublié la fin du nom, et également MSC, se proposent à devenir, eux, actionnaires des chantiers navals de l'Atlantique. À un certain niveau, on parle même jusqu'à 50% des actions. Et donc là, il y a tout un travail de lobbying, d'influence du groupe MSC qu'on retrouve dans le dossier judiciaire.
Il y a des rendez-vous entre les représentants et dirigeants de MSC avec les ministres et notamment Emmanuel Macron. Il y a des tentatives de faire passer des messages, parfois à tout canaux disponible. Et d'ailleurs, on aperçoit parfois quelques échanges entre Alexis Kohler et la famille Aponte, à l'époque, notamment Alexa Aponte, qui est la fille, qui s'occupe des aspects financiers du groupe avec son frère qui s'appelle Diego Aponte. Et donc, MSC n'a pas envie du rapprochement avec Fincantieri, en sachant que MSC est un groupe italo-suisse dont l'un des dirigeants, Gianluigi Aponte, vient de Naples, et il n'a pas envie de groupe Fincantieri parce que jusqu'à présent, STX et donc les chantiers navals de l'Atlantique, dans le lien entre l'État français et MSC, est assez extraordinaire en termes de conditions financières pour financer les paquebots. Parce que finalement, durant toute cette période-là, au nom d'un beau principe et d'un bon objectif, celui de préserver les emplois et l'activité économique, l'État français se propose d'accorder des garanties financières extrêmement favorables aux clients de STX et en particulier à MSC. Et donc, dans cette période-là, le rapprochement avec Fincantieri, MSC a peur de perdre ces avantages-là. En gros, c'est à peu près l'analyse, c'est à peu près les analyses qu'ils font. Et là, ils font donc tout un lobbying entre 2014 et 2017, et ça amène, suite à l'élection d'Emmanuel Macron, ça a été raconté là, ça a été rapporté dans le documentaire, à une des premières décisions d'Emmanuel Macron. Il se déplace lors d'un événement, je crois que c'est un Nazaire d'ailleurs, pour l'inauguration d'un paquebot MSC. Il fait un discours et il dit qu'il faut réouvrir les discussions avec la partie italienne, avec l'État italien, sur l'accord qui avait été trouvé entre Fincantieri. Il remet en cause. Il remet, à fleuret moucheté dans le discours, il remet en cause en fait l'accord qui avait été trouvé, le projet d'Airbus du transport maritime, ce rapprochement européen entre deux chantiers navals. Et là, et donc la crise s'envenime entre Rome et Paris. Ça va très loin, diplomatiquement. Parce que les Italiens considèrent qu'Emmanuel Macron revient sur la parole et les engagements de l'État français pris par la précédente majorité. Et donc, au final, c'est MSC qui a finalement gain de cause, parce que de guerre lasse, Fincantieri décide d'abandonner son projet d'investir dans les chantiers navals de STX. Et donc, même dès mai 2017, Gianluigi Aponte donne une interview au Monde, où il se félicite de la bonne avancée du dossier tel qu'il le souhaite. Et là, on est dans d'éventuels faits de trafic d'influence du dossier. Et bon, pour l'instant, la justice a considéré qu'il n'y avait pas lieu de persévérer dans cette voie-là. Pour mettre en cause davantage Alexis Kohler. Alors, on ne va pas défendre Vincent Bolloré, mais lui aussi, il accuse Macron. Et quand il accuse Macron, ça ne peut être que revenir qu'à accuser Kohler sur ses mésaventures en Afrique, notamment le fait qu'il ait moins de crédit pour pouvoir développer l'activité de Bolloré Africa Logistics au point de céder, de vendre son empire logistique à MSC plus ou moins sur la contrainte. Aujourd'hui, on en parle moins, mais il y a 2 ans, je crois, en tout cas lors d'un été assez tumultueux, Bolloré accusait quasiment ouvertement Emmanuel Macron de lui avoir fait perdre son empire, une partie de son empire. Alors, ça, c'est ce que Vincent Bolloré a déclaré lors d'une commission d'enquête, je crois, ou d'une commission tout court, au Parlement, où il a été auditionné. Je pense que les choses sont plus complexes. Ça fait partie d'éléments de langage de Vincent Bolloré. Une chose est sûre, c'est que, comme je le racontais dans l'emprise, la vraie origine initiale, parce que les relations entre Bolloré et l'Élysée ont toujours été fluctuantes. Tu parlais de la campagne présidentielle, et tu faisais bien de le soulever. Quand je parlais de l'agence de communication Havas, le propriétaire de l'agence de communication Havas, c'est le groupe Vincent Bolloré, c'est le groupe Bolloré. Pendant la campagne présidentielle de 2016-2017, Bolloré permet à son fils Yannick Bolloré d'aller au meeting de la mutualité de juillet 2016. Yannick Bolloré va dîner, selon mes informations, à 2 reprises avec le couple Macron, notamment entre les 2 tours de la présidentielle. Entre les 2 tours de la présidentielle de 2017, il y a également Emmanuel Macron participe à une émission en duplex avec Cyril Hanouna, et l'ensemble du dispositif bolloréen se met au service d'Emmanuel Macron. Et donc, Bolloré pense que, comme sous Nicolas Sarkozy et comme sous François Hollande d'ailleurs, le futur président de la République, en l'occurrence là Emmanuel Macron, continuera à soutenir coûte que coûte le groupe Bolloré en Afrique, alors que le groupe Bolloré a des difficultés en Afrique, et politiques mais également économiques.
Et en fait, dès l'automne 2017, Vincent Bolloré fait le constat que l'Élysée ne le soutient pas coûte que coûte comme il l'espérait. Et malgré, on va dire, son soutien assez important pendant la campagne. Et donc là, il analyse très rapidement que son ennemi à l'Élysée, c'est Alexis Kohler, parce que Vincent Bolloré, à l'époque, sait que Alexis Kohler est lié au groupe MSC familialement. Il le sait, l'information n'a pas été encore dévoilée publiquement et journalistiquement, mais Bolloré le sait. Et donc, en fait, très rapidement, ça s'envenime entre Bolloré et l'Élysée, pas sur le terrain de l'influence ou même politique, même si ensuite Vincent Bolloré a constitué son empire médiatique, a continué de constituer son empire médiatique avec un axe idéologique fort et extrême droitier ou droitier. Mais en réalité, la base de la guerre entre Emmanuel Macron et Vincent Bolloré, c'est le dossier africain, c'est les activités africaines de Bolloré. Et donc ça a été très loin. De mon point de vue, ça a duré entre fin 2017 et jusqu'en 2021. Et en fait, c'est, encore une fois, de mon point de vue, avant l'élection présidentielle de 2022, entre 2021 et 2022, qu'il y a réconciliation, d'une certaine manière, ou au moins paix armée entre Bolloré et l'Élysée. Pourquoi ? Parce qu'à l'automne 2021, déjà été 2021, Vincent Bolloré décide finalement de vendre ses activités africaines. À très bon prix. Voilà, c'est pour ça que je dis que les choses sont plus complexes, parce que quand Bolloré se fait son ouin-ouin, on va dire, à la commission en disant « j'ai été forcé de vendre », ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, tous les spécialistes de logistique portuaire, donc quand on dit activité africaine de Bolloré, c'est ces activités logistiques sur le continent, mais notamment la gestion des ports, notamment sur toute l'Afrique de l'Ouest, et qui sont assez stratégiques là aussi dans la globalisation. Et donc, il se savait dans les années précédentes que Bolloré était peut-être susceptible de vendre et cherchait justement de vendre ces activités-là à très bon prix. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que à l'été 2021, il y a eu des négociations qui ont commencé avec CMA-CGM, l'armateur franco-libanais de Marseille. Et possède BFM aujourd'hui. Voilà. Et finalement, c'est MSC qui est entré en négociation exclusive à partir d'octobre 2021 avec Bolloré. Et Bolloré a vendu à un très bon prix, 5,7 milliards d'euros, ces activités africaines à MSC. Et le deal s'est conclu quelques jours après ou quelques jours avant le second tour de l'élection présidentielle en 2017. Ça a été annoncé juste après l'élection présidentielle de 2017. Et ça, il a fait une très bonne affaire. Et à l'époque, bien évidemment, l'Élysée regarde ça comme le lait sur le feu. Voire, à cette époque-là, il y a une sorte de répartition des rôles qui se fait. CMA-CGM prend des participations dans Air France et monte à 20% dans Air France pour ses activités logistiques. Et CMA-CGM, suite au deal avec MSC, va récupérer le reste des activités logistiques hors Afrique de Vincent Bolloré. Donc là, on va dire, il y a une sorte de Yalta de la logistique et du transport maritime côté français et international. Et bien évidemment, là, il s'est joué quelque chose. Ça a été très peu chroniqué par la presse, parce que c'est des sujets complexes qui se montent à des milliards d'euros, où les enjeux sont considérables. Et c'est là où, en fait, la guerre, de mon point de vue, entre l'Élysée et Vincent Bolloré s'est amenuisé. Et après, il y a eu d'autres épisodes. C'est-à-dire, il y a eu des rapprochements, puis finalement, de nouveau, des éloignements, notamment en fin 2023 et 2024, avant la dissolution. Là, de nouveau, les tensions se sont de nouveau développées entre Emmanuel Macron et l'Élysée. Mais juste pour illustrer, presque anecdotiquement, mais de l'importance de la bataille, dans la bataille Élysée-Bolloré, de l'importance d'Alexis Kohler. Il y a quelques semaines, sur le plateau de Cyril Hanouna, en plein direct, Cyril Hanouna, alors que la chaîne C8, l'Arcom a décidé de la fermeture du canal, enfin de la concession C8 à Vincent Bolloré, donc de la fermeture de la chaîne. Sur la TNT, parce qu'il aurait eu le droit de continuer. Oui, il aurait dû tu fais bien de le préciser. Il aurait pu continuer sa chaîne, mais il ne pouvait plus la continuer sur la TNT. Effectivement, tu as raison d'être précis. À cette occasion-là, Cyril Hanouna a expliqué que s'il y avait vraiment une guerre entre Bolloré et l'Élysée, c'était de la faute d'Alexis Kohler et pas d'Emmanuel Macron. Et donc, c'était une sorte de petite référence
implicite, une sorte de petit message, sûrement envoyé à l'Élysée par Cyril Hanouna, parce que son public n'était pas un public d'initiés de savoir, qui pouvait savoir tout ce que je viens de vous raconter, et ça faisait référence à cette guerre africaine qu'il y a eu lors du premier quinquennat entre Vincent Bolloré et Emmanuel Macron. On va voir si ça va s'arranger maintenant que Koller est parti. Mais justement, Koller, il va à la Société Générale, et pour toi, ce n'est pas une surprise. Tu en parles une fois de plus dans un article publié par ta newsletter sur Substack. Oui, alors ça, c'est mon avant-dernier article. Et effectivement, je fais référence à une enquête que j'avais réalisée à l'automne 2024 où je révélais des mails qui, selon mes informations, n'apparaissent pas dans le dossier de l'instruction. Parce que tu parlais de pression tout à l'heure, dans les pressions ou en tout cas les éventuelles obstructions à l'enquête sur le dossier Koller, il faut savoir que les perquisitions qu'il y a eu à Bercy ont été très compliquées à faire, qu'il y a des parties de dossiers, d'échanges de mails, de bordereaux, de rapports, de messages entre les cabinets et l'administration que les enquêteurs n'ont pas réussi à prendre en main. Les avocats anticorps n'ont pas eu accès à tous les scellés de l'enquête. Bref, il y a une sorte de flou assez important sur la réalité matérielle, les éléments matériels qui ont été recueillis lors de l'enquête et même ensuite qui ont été transmis dans le cadre du dossier judiciaire. Et à ce moment-là, à l'automne, j'ai dévoilé tout un tas d'échanges de mails sur la période du cabinet de Pierre Moscovici, où de nouveau ça montrait qu'il n'y avait pas de déport effectif, qu'il y avait bien nombrement de mails, de dossiers relatifs à MSC et STX qui étaient renvoyés vers Alexis Koller. Et là, il y a 2 dossiers que j'évoque. Le fait que Alexis Koller se penche énormément entre 2013 et 2014, alors même que les croisiéristes MSC et la Royal Caribbean essayent de négocier justement des conditions financières avec l'État français et avec STX pour acheter des paquebots à prix vraiment très, très, très sympathique avec les conditions financières en termes de prêts et de garantie de l'État. Et donc là, la Société Générale intervient sur l'action du cabinet de Pierre Moscovici et notamment, il y a un mail que je dévoile où un des conseillers envoie un mail pour expliquer ça serait bien que Alexis Koller active ses contacts à la Société Générale. Et donc, ça va avoir un effet, pas immédiat, mais quelques mois plus tard, on apprendra que la Société Générale financera des projets de paquebots MSC à la hauteur de 200 millions d'euros. Donc ça, c'était des éléments nouveaux que j'apportais et qui éclairent d'un jour nouveau, d'une certaine manière, l'arrivée d'Alexis Koller, qui, comme tu le sais sûrement, mais a eu des difficultés pour pantoufler, pour reprendre ton terme. C'est-à-dire pantoufler, c'est quand un haut fonctionnaire qui a été au service de l'État se retrouve dans des fonctions de haut cadre dans les entreprises privées. Et en fait, Alexis Koller, pour justement des questions de conflit d'intérêts, surtout qui s'est occupé de plein de dossiers à l'Élysée, le ministre de la Terre et du Ciel. Voilà, a eu beaucoup de mal à se replacer. Il espérait récupérer peut-être le poste très prestigieux de la présidence de la CDC, la Caisse des dépôts et consignations, qui est un des bras financiers de l'État avec la BPI. Il n'a pas réussi. Il avait été évoqué justement à la tête de Renault. Et bien finalement, ça n'a pas eu lieu et ça remontait à quand même quelques années déjà. Et donc finalement, la Société Générale est plutôt un second choix. D'ailleurs, je dévoile également que son premier choix bancaire aura été de rejoindre la BNP. Mais Bonafé, le patron de la BNP, en a voulu autrement. Il n'a pas suivi. Alors, il y a aussi un autre élément par rapport à tout ça qui est important. Parce qu'on avait commencé à parler du couple Koller-Macron. Il y a 2 choses. Tu parlais avec une certaine provocation, mais de liens mafieux, enfin de type mafieux, on va dire, du secret, en tout cas, le secret des initiés, mafieux. Voilà, de secret des initiés, de pacte du silence. C'est vrai que c'est quand même encore une fois des mots forts des juges d'instruction. C'est eux qui écrivent ça. Il faut remonter donc à la rencontre d'Emmanuel Macron et d'Alexis Koller à Bercy. Parce que je disais, il y avait une répartition des rôles, mais la répartition des rôles, elle se faisait également sur le secret. Pourquoi ? Parce que Macron était en fait en train de se préparer à la présidentielle dans le dos de Manuel Valls et de François Hollande. Et Alexis Koller était totalement associé à cette traîtrise. Et donc, Alexis Koller, alors qu'il travaillait en constant lien avec le reste des directeurs de cabinet, et notamment avec le secrétaire général de l'Élysée, Jean-Pierre Jouyet, n'a rien laissé transparaître durant toute cette période des ambitions de son ministre. Et donc, Alexis Koller, depuis le début, il a un pacte avec Emmanuel Macron et il partage de nombreux secrets.
et notamment des secrets liés à la campagne et à l'ambition originelle d'Emmanuel Macron. Ça, c'est important. Il y a un autre élément également, c'est qu'Alexis Kohler, il a fait Sciences Po Paris, il a fait l'ESSEC, une grande école d'économie, il a fait l'ENA, mais à l'ENA, il n'est pas sorti dans la botte, c'est-à-dire dans les rangs les plus élevés. Et donc, il n'a pas été dans les postes les plus prestigieux des énarques, ni inspecteur général des finances, ni en poste à la Cour des comptes, ni en poste au Conseil d'État. Et donc, il n'était que administrateur civil. Et d'une certaine manière, quand je disais Emmanuel Macron l'a choisi pour pas lui faire de l'ombre, il y a également une sorte d'esprit de revanche de Alexis Kohler, mais également de loyauté indéfectible à la base entre lui et Emmanuel Macron. Je mets un gros bémol à ça, c'est que, on dit souvent le pouvoir use, c'est qu'au bout de 8 ans de pouvoir à l'Élysée, déjà, le dossier politique a évolué. Emmanuel Macron a perdu sa majorité dès 2022. Et puis, totalement, après la dissolution en juin 2024. Donc, bien évidemment, structurellement, le poids qu'Alexis Kohler avait sur les ministres, par exemple, tout remontait à lui. Les ministres avaient très peu de pouvoir. Le poids qu'il avait par rapport au Parlement, ça a menuisé. Et on connaît les relations exécrables qu'il a avec François Bayrou. Mais il y a autre chose, c'est que les relations depuis 2022, peut-être liées également au fait que les projecteurs médiatiques et judiciaires sont arrivés sur Alexis Kohler, et ça a pu gêner peut-être le président de la République, mais ce que je sais, et je l'ai documenté dans des précédentes enquêtes, c'est que les tensions se sont multipliées entre Alexis Kohler et Emmanuel Macron depuis 2022. Ils étaient de moins en moins raccords et d'accord sur des décisions et arbitrages du président de la République. Il y a eu 2 épisodes importants par rapport à ça. Il y a eu la nomination d'Elisabeth Borne en mai 2022, qui était en fait poussée, et c'était le choix d'Alexis Kohler, qui a quasiment, d'une certaine manière, imposé le choix d'Elisabeth Borne auprès de Macron à Matignon. Emmanuel Macron aurait souhaité, et il l'avait arbitré dans ce sens-là, je l'avais révélé avant tout le monde à l'époque, Catherine Vautrin, la politique patronne de la communauté d'agglomération du Reims, la LR. Et donc, le premier choix, le plan A, c'était Catherine Vautrin, c'était pas Elisabeth Borne. Et déjà, là, on voyait des tensions. Et quand je parle de tensions, c'est des engueulades, c'est des choses qu'on m'a rapportées à l'Élysée. C'est vraiment... les gens ont été témoins de ces tensions-là. Et il y a eu également d'autres épisodes de tension, notamment lors de la décision d'Emmanuel Macron de nommer Gabriel Attal à Matignon. Alexis Kohler n'était pas d'accord avec ça. Il a d'ailleurs prénommé Gabriel Attal tout pour ma gueule, TPMG. Ça, c'était son petit nom. Et le dernier élément à comprendre, qui est très important, je parlais du Havre tout à l'heure. Il y a un autre pacte, entre guillemets, qui lie Alexis Kohler avec un autre haut responsable politique français dans la Macronie, c'est Édouard Philippe. Parce que donc Édouard Philippe, il l'a rencontré même avant même le Havre, parce que Édouard Philippe, on le sait peut-être pas encore beaucoup aujourd'hui, mais avant de rejoindre les Républicains, enfin l'UMP, il avait eu une jeunesse aux jeunesses rocardiennes, aux jeunes rocardiens, et aux jeunes rocardiens, il avait fait la rencontre de qui ? D'Alexis Kohler. Donc les 2 hommes se connaissent excessivement bien. C'est d'ailleurs Alexis Kohler, en 2017, qui avait poussé le nom d'Édouard Philippe, qui n'était pas le premier choix d'Emmanuel Macron, à Matignon. Et là, le pacte et la liaison entre Édouard Philippe et Alexis Kohler a continué à se renforcer au fil du temps. Et là, c'est un élément important, c'est que Édouard Philippe, dans ses ambitions présidentielles par rapport à 2027, entretient des relations plutôt exécrables avec le président actuel, avec Emmanuel Macron. Et donc, la loyauté d'Alexis Kohler... Conflit de loyauté, quoi. Conflit de loyauté, tout à fait. La loyauté d'Alexis Kohler s'est portée de plus en plus sur Édouard Philippe et de moins en moins sur Emmanuel Macron. Mais là, je fais de l'exégèse du pouvoir élyséen. C'est passionnant. Malheureusement, on va bientôt conclure, mais je voulais qu'on parle un peu de toi. Pour la 2e fois, tu as quitté Marianne et tu es de nouveau un journaliste indépendant. Qu'est-ce qui s'est passé, si ce n'est pas indiscret ? Quels sont tes projets ? Est-ce que nos rédactions mainstream sont devenues allergiques à l'investigation ? Oula, plein de questions. Effectivement, j'avais déjà quitté Marianne en 2018, notamment parce que Marianne était à l'époque rachetée par Daniel Kretinsky, grand milliardaire tchèque qui a des activités dans l'énergie.
Et à l'époque, je m'étais aperçu que Daniel Kretinsky se retrouvait au cœur de mes enquêtes sur la Macronie parce que ça devient compliqué. Et voilà, et parce que donc j'avais documenté très vite et je l'ai même écrit dans un livre, dans Le Grand Manipulateur. Il y a 2 chapitres, un sur les médias d'ailleurs et un autre sur l'énergie, où je dévoile les liens entre Daniel Kretinsky et l'Élysée, les liens de proximité entre différentes personnes qui travaillent pour Daniel Kretinsky et l'Élysée. Et donc, à l'époque, j'avais décidé de partir et de prendre ma clause de cession, comme on dit, c'est-à-dire quand il y a un changement d'actionnaire. J'avais décidé de partir parce que je considérais que j'aurais eu du mal à continuer mon travail d'enquête, notamment sur la Macronie à l'époque. C'est Natacha Polony qui a été choisie à l'époque pour devenir la nouvelle directrice de la rédaction par Daniel Kretinsky. Polony, durant ces dernières années, a suivi mon travail. On ne se connaissait pas. Je partage d'ailleurs pas toutes ses idées, elle le sait, je lui ai dit. Et puis, elle a continué à essayer de me faire revenir parce qu'elle voulait gonfler l'investigation et les enquêtes à Marianne. Puis finalement, en 2023, Saadé a racheté La Tribune, qui était ma principale collaboration en tant que journaliste indépendant. Et donc, j'ai été mis de côté sur le projet de La Tribune dimanche. Mes collaborations se sont amenuisées du côté de La Tribune. Donc ça, c'est un élément très factuel de mon côté. Puis à ce moment-là, Natacha Polony m'a relancé pour me proposer d'intégrer la cellule enquête du journal qui devait s'étoffer. C'était la feuille de route. C'était la feuille de route aussi d'avoir plutôt carte blanche sur les sujets que je pouvais faire. Et effectivement, j'ai eu une relative assez grande liberté. J'ai travaillé sur Richard Ferrand, par exemple. J'ai fait une enquête sur Richard Ferrand et sur ses émoluments de conseil auprès du Crédit Mutuel. Contrat qui était secret quasiment auprès de l'ensemble des hauts cadres du Crédit Mutuel. Excuse-moi. Et puis, j'ai fait les articles sur Colère. J'ai fait d'autres articles d'enquête durant 1 an. Et là, ça passe plus. Disons que déjà, Natacha Polony a été débarquée d'une manière assez brutale à la fin de l'année 2024. Il y a eu l'annonce de la vente du journal qui a énormément déstabilisé la rédaction. Et puis, bon, moi, je m'attendais un petit peu à la suite de l'histoire pour tout un tas de raisons, tout un tas d'épisodes. Je le raconterai peut-être un jour, mais en tout cas, je savais que ça allait se passer comme ça. Et donc, quand Natacha Polony a été débarquée, parmi les priorités affichées par Daniel Kretinsky, donc en l'occurrence par Denis Oliven, qui est le responsable des activités médias et également qui est le président d'Editis, le pôle édition de Daniel Kretinsky, parce qu'il y a tout un tas d'éditeurs qui appartiennent à Daniel Kretinsky aujourd'hui. Parmi les priorités affichées, c'était plus celle de l'investigation. Clairement, on a appris, l'équipe d'enquête a appris la suppression de la cellule d'enquête par la presse début janvier. De toute manière, il avait été dit que l'investigation n'était plus la priorité. Et donc là, à partir de là, clairement, j'ai compris que c'était plus la priorité pour reprendre ça. Et donc, j'ai décidé de prendre la clause de conscience, comme tout un tas de journalistes de Marianne, parce qu'il y a près de plus d'un tiers de la rédaction qui a décidé de partir. Des profils divers, effectivement, mais quand même de gens qui sont soucieux de faire de l'info d'une manière indépendante et autonome. Des gens qui s'étaient également opposés à l'éventuel rachat du titre par le milliardaire droitier, extrême droitier, Pierre-Édouard Stérin, le Versaillais, là, qui a fait beaucoup parler de lui par le projet Périclès. Donc, c'est effectivement des gens qui étaient aussi fatigués de plusieurs mois de tentatives d'opposition à ces différentes velléités et différents projets. Et donc, ça explique aussi pourquoi il y a pas mal de gens qui sont sortis. Et pour reprendre et terminer sur ta question sur l'investigation ou le journalisme en général, ces gens-là, ils sont partis de Marianne, certes à travers le mécanisme de clause de conscience qui nous permet de bénéficier de quelques indemnités d'ancienneté. C'est pas grand-chose pour moi. Je suis resté en tout et pour tout 1 an, 2 ans techniquement, mais de permettre aux journalistes d'être protégés davantage qu'un simple salarié, c'est-à-dire d'avoir une ouverture au chômage. C'est-à-dire, je démissionne, mais j'ai quand même droit au chômage. Et dans ce cadre-là, qu'est-ce que je voulais dire ? Oui, dans ce cadre-là, les gens qui sont partis n'ont aucune opportunité professionnelle à l'heure d'aujourd'hui. C'est-à-dire, la plupart sont partis sans filet de sécurité, sans proposition de travail. Les temps sont durs pour donc, les journalistes. Les temps sont durs en général pour les journalistes, sur l'investigation en particulier. Tu parlais de médias. Et toi, quel est le message justement à ceux qui te suivent comment continuer à te suivre et comment continuer à te permettre de faire de l'investigation malgré ces temps difficiles? Pour l'instant, moi, si tu veux, à part de vagues projets de pige, là pour le coup, de certains médias mainstream,
J'ai pas grand-chose comme opportunité pour l'instant, très clairement. Je suis en train de travailler à un livre, mais on va dire que financièrement, c'est déjà l'avance est déjà terminée. Et donc, effectivement, j'ai décidé de relancer ma newsletter. Donc, tu as rappelé l'adresse, marcandevel.substack.com. Et donc, je vais multiplier les articles, en partie en accès gratuit. Mais c'est une plateforme qui permet de me faire des dons. Et mon objectif, c'est de multiplier l'audience également à travers cette newsletter qui me permettra déjà transitoirement, mais même peut-être plus longuement, si le public me le permet, de pouvoir avoir la plus grande liberté et la plus grande autonomie de travail, et y compris parfois politique d'ailleurs, à travers cette newsletter. En tout cas, aux États-Unis, les journalistes indépendants, dans ces temps difficiles, utilisent beaucoup cet outil, les newsletters, et justement, ça va permettre d'être... Qui est un outil encore assez méconnu du public français. Mais c'est un gros outil d'indépendance, donc on vous encourage à aller sur marcandevel.substack.com. Abonnez-vous, et si vous pouvez, abonnez-vous dans la formule payante. Merci Marc Andevel, merci à vous de nous avoir écoutés. Merci d'avoir regardé Au cœur de l'actu sur votre Freebox, sur Molotov, sur notre chaîne YouTube, sur le mediatv.fr. N'hésitez pas à nous laisser un commentaire si vous nous regardez sur YouTube, ou alors à nous envoyer par mail en contact@lemediatv.fr vos remarques si vous avez regardé à la télévision. Si vous en avez les moyens, soutenez-nous, soutenez notre travail, le journaliste indépendant des pouvoirs politiques et de l'argent, en allant sur lemediatv.fr/soutien. Restez connectés aux médias.